Alors comme ça, vous voulez devenir plus souple. Bon déjà, félicitations, c'est une très bonne idée, mais il est bon d'avoir en tête quelques erreurs classiques à éviter, sous peine de voir rapidement votre progression stagner, ou pire encore, de vous faire mal, ce qui est vraiment pas l'objectif visé. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 des erreurs les plus fréquentes qu'on retrouve en entraînement de souplesse, et bien sûr, des solutions pour y remédier et continuer de progresser. La première erreur, c'est de ne pas utiliser, ou tout simplement de ne pas connaître, la bonne exécution pour un étirement donné, ce qui va avoir pour conséquence de ne pas étirer efficacement le muscle qu'on essaie de cibler. Prenons un exemple ultra classique de cette erreur, vous voulez apprendre à toucher vos orteils en gardant les jambes tendues. Vous décidez donc de faire 7 étirements de flexion avant au sol, parce que vous l'avez vu quelque part ou qu'on vous l'a conseillé. Et là, patatras. Quand vous le faites, ça ressemble à ça, vous n'avez pas l'impression d'étirer grand chose, vous faites pas vraiment de progrès non plus, et en plus vous commencez à avoir mal en bas du dos. Pour comprendre quel est le problème, c'est utile d'avoir une toute petite base de connaissances en anatomie. Quand on n'arrive pas à toucher ses orteils, le groupe musculaire qu'il faut assouplir, c'est les ischio-jambiers. Ce sont 3 grands muscles qui partent du bassin et qui vont s'attacher au niveau du tibia et du péroné. Ils traversent donc 2 articulations, la hanche dont ils sont extenseurs et le genou dont ils sont fléchisseurs. Pour étirer les ischio-jambiers, il faut donc de l'extension de genou, c'est-à-dire tendre la jambe, et de la flexion de hanche, c'est-à-dire rapprocher le bas-ventre des cuisses. Si on reprend notre étirement précédent, on comprend mieux le problème. Les genoux sont bien en extension, mais par contre on n'a pas vraiment de flexion de hanche, là c'est le dos qui prend tout. Alors comment on corrige notre exécution? Déjà, on oublie la position au sol. Ça c'est réservé aux personnes qui sont déjà bien avancées. On va plutôt se mettre debout pour que la gravité nous aide dans l'étirement. Ensuite, on va initier le mouvement au niveau des hanches, en mettant le bassin en antéversion. Pour ça, on va sortir les fesses et cambrer le bas du dos. Enfin, on se penche en avant en pivotant uniquement autour de l'articulation de la hanche et en gardant le dos droit, jusqu'à ce qu'on sente un bon étirement à l'arrière des jambes. Au début, je vous conseille de toujours étirer vos ischios comme ça, en gardant le dos bien droit. Puis plus tard, quand vous aurez bien assimilé ce mouvement de flexion de hanche, vous pourrez rajouter aussi de la flexion de la colonne vertébrale pour vous relâcher un petit peu plus dans l'étirement et aller chercher un petit peu plus d'amplitude. Ces conseils, ils valent pour tous les étirements qui impliquent les ischio-jambiers, donc ils valent aussi par exemple pour le pancake si c'est quelque chose que vous travaillez. Si votre pancake au sol il ressemble à ça, ou même à ça, je vous conseille plutôt de le travailler debout et en gardant le dos droit, ça vous permettra de vraiment bien mettre l'emphase sur ce mouvement de flexion de hanche et pas juste sur le dos. L'été dernier, j'en étais exactement à ce stade, je me suis obstiné à travailler mon pancake au sol parce que je voulais pas mettre mon ego de côté, et résultat, au bout de 3 mois, tout ce que j'ai gagné c'est 0 progrès et une lombalgie. On retrouve une erreur très similaire avec les étirements pour les fléchisseurs de hanches, comme par exemple la fente basse, le couch stretch ou encore la position du pigeon. Les fléchisseurs de hanches, comme leur nom l'indique, ils ont un rôle opposé aux ischio-jambiers qui étaient extenseurs de hanches. Il faut donc faire l'exact inverse de ce qu'on faisait quand on étirait nos ischios. Quand on étire les fléchisseurs de hanches, le bassin va avoir tendance à se mettre en antéversion et le dos à se cambrer justement pour éviter la sensation d'étirement. Il faut donc essayer activement de forcer le bassin en rétroversion et d'aplatir le bas du dos. Vous irez sûrement moins profondément dans la position avec une exécution qui est correcte, mais au moins vous ressentirez vraiment l'étirement au bon endroit, c'est-à-dire à l'avant de la hanche et des cuisses, et vous progresserez significativement plus vite. Une erreur dont on est, je pense, tous coupables, et moi y compris, même si j'essaie de travailler dessus en ce moment, c'est de ne pas traquer ses entraînements de souplesse assez fréquemment ni de manière assez objective. La souplesse n'est vraiment pas si différente des autres qualités physiques, comme par exemple la force ou l'endurance. On peut pas s'attendre à progresser indéfiniment si on n'augmente pas la difficulté de son entraînement. En termes techniques, le fait d'augmenter la difficulté, on appelle ça la surcharge progressive. Mais comment on quantifie ça? En muscu par exemple, c'est hyper facile. On note combien on a mis de poids sur la barre et la semaine d'après on rajoute 1 ou 2 kilos. En course à pied, on va essayer chaque semaine de courir un petit peu plus longtemps ou alors un petit peu plus vite que la semaine précédente. En souplesse, c'est beaucoup plus difficile de quantifier un étirement. Et même si on peut mesurer certaines choses, c'est pas forcément réaliste ni pratique de se trimballer avec son mètre ruban à chaque entraînement. Il va donc falloir être un petit peu créatif, trouver des moyens de suivre sa progression qui sont efficaces et qui restent simples à mettre en place parce que sinon on va juste avoir la flemme de le faire. Se prendre en vidéo, c'est toujours une bonne idée, mais c'est pas parfait non plus comme solution parce qu'il faut être vraiment sûr d'une fois sur l'autre d'avoir le même angle de prise de vue et le même cadrage parce que sinon il peut y avoir des effets de perspective. Et en plus de ça, ça nous donne un feedback que après l'étirement quand on va visionner la vidéo, alors que ce serait super cool d'avoir des feedbacks aussi pendant l'étirement. Une solution que j'apprécie beaucoup et que j'utilise assez souvent, c'est d'utiliser des blocs de yoga ou alors des livres qu'on va empiler. Ça donne à la fois une mesure concrète et en plus ça donne un objectif à atteindre pendant l'étirement. On va souvent se pousser plus loin dans une position si on essaie de toucher physiquement un objet dont on sait qu'il est plus loin que la fois précédente, comparé à quand on s'étire dans le vide avec aucun repère objectif autour de soi. Donc voilà, ça c'est les techniques que j'utilise régulièrement et qui font bien le taf, même si elles ne sont pas non plus applicables à tous les étirements. D'ailleurs, si vous connaissez ou bien vous utilisez d'autres astuces pour mesurer votre progression, je serais vraiment intéressé que vous me les partagiez. J'ai vu passer quelques trucs assez originaux et franchement pas bêtes récemment sur Instagram, et je suis sûr qu'il y en a plein d'autres.
Enfin, la dernière erreur, et peut-être la plus courante, c'est tout simplement que vous n'entraînez pas assez votre souplesse. Que ça soit assez longtemps, assez fréquemment ou assez intensément. Si votre routine c'est juste de faire de temps en temps quelques étirements relax avant de vous coucher, ou bien à la fin de votre séance de sport mais que vous prenez ça comme une corvée et que vous y mettez la concentration et l'envie d'une moule, il n'y a pas à chercher bien loin pour comprendre pourquoi vous ne progressez pas. Pour vous donner quelques repères, voici les recommandations usuelles qu'on fait en termes de volume, de fréquence et d'intensité en entraînement de souplesse. On a deux paramètres qui rentrent en jeu dans le volume. La durée pendant laquelle on tient un étirement donné et le nombre de séries qu'on fait de cet étirement. Une bonne fourchette à avoir en tête pour la durée, c'est de tenir vos étirements entre 30 et 60 secondes d'affilée. Il est rarement utile de tenir plus de 60 secondes un étirement, mais il peut y avoir des exceptions au cas par cas. Perso, je sais que quand j'étire mes adducteurs, notamment que je fais la position du tailleur, je sens que je vais de plus en plus profondément dans la position, même au-delà de 60 secondes. Donc il m'arrive de la maintenir parfois 2 minutes, voire même un petit peu plus. Mais ça c'est juste mon cas et pour ce groupe musculaire en particulier, donc n'en faites pas non plus une règle générale. Pour ce qui est du nombre de séries maintenant, entre 2 et 4 séries par étirement et par séance, c'est idéal. Vous pouvez soit enchaîner toutes vos séries d'affilée pour un étirement donné, ou alors alterner 2 étirements, ou alors encore prendre tous vos étirements et les organiser sous forme de circuit que vous allez répéter. Là, c'est vraiment une question de préférence. Pour la variable intensité maintenant, imaginez une échelle graduée de 0 à 10. 0, ça représente aucun effort perçu, vous pourriez limite dormir dans la position. 10, ça représente de la douleur carrément, c'est-à-dire que vous ne pourriez pas rester dans cette position plus de 1 ou 2 secondes. En règle générale, il faudrait s'étirer de manière à être vers le milieu de cette échelle, c'est-à-dire que l'étirement doit être inconfortable mais pas non plus douloureux. Enfin, pour la fréquence à adopter, ça va dépendre du volume et de l'intensité de nos séances justement. On peut pas faire tous les jours une séance de souplesse avec à la fois beaucoup de volume et une intensité très élevée. Ça, c'est le burn-out ou la blessure garantie. Mais si vous faites des séances plus courtes, avec par exemple juste 2 séries de 30 secondes par étirement, et que vous restez à une intensité modérée, disons vers 3-4 sur 10, dans ce cas-là, c'est envisageable de s'étirer tous les jours. C'est d'ailleurs l'approche que j'avais suivie personnellement quand j'ai commencé à m'étirer début 2021 je crois. J'avais téléchargé une appli de yoga sur mon téléphone à l'époque et je faisais tous les soirs une petite séance de yoga de 20 minutes à une intensité modérée et ça a très bien marché pour moi. Après quelques semaines en étant régulier, j'ai vu des bons progrès et j'ai réussi à toucher mes orteils avec les jambes tendues pour la première fois depuis que j'étais petit. Je pense que cette approche à haute fréquence, elle peut être assez adaptée pour les débutants ou alors les personnes sédentaires, parce que ce qui va être le plus intéressant pour vous, c'est de prendre l'habitude de bouger et de redécouvrir ces amplitudes de mouvement que vous n'aviez plus ou peut-être pas du tout l'habitude de visiter. Une fois que vous serez plus avancé et que votre progression va inévitablement ralentir, une approche avec un petit peu moins de fréquence mais plus d'intensité sera certainement préférable, parce que chaque centimètre d'amplitude que vous voudrez aller grappiller va devenir exponentiellement plus difficile à aller chercher que le précédent. Là, on peut envisager de s'entraîner seulement 2 ou 3 fois par semaine, mais en faisant des séries un petit peu plus longues, donc par exemple vers les 60 secondes par série, et aussi avec une intensité un peu plus élevée, donc disons entre 5 et 7 sur 10. Je connais même des pratiquants assez avancés qui font des bons progrès en s'entraînant seulement une fois par semaine à très haute intensité. Mais je pense que cette approche, elle n'est pas forcément pour tout le monde. L'idéal, c'est d'expérimenter pour voir ce qui marche le mieux pour vous. Voilà pour ces 3 erreurs fréquentes qu'on retrouve en entraînement de souplesse. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et aussi abonnez-vous pour plus de contenu dans ce style. A la prochaine et bon étirement.